Bonjour à tous, le soleil revient et on a tous envie d'en profiter. Seulement attention aux dangers des ultraviolets. Comment se protéger au mieux du soleil tout en profitant des belles journées d'été? On en parle avec le professeur Marie-Thérèse Leccia au téléphone avec nous, dermatologue au CHU de Grenoble. Bonjour professeur. Bonjour. Alors on ne va pas se mentir, quand il fait beau, on a tous envie d'un petit bain de soleil et parfois on en oublierait même la crème solaire pour avoir bonne mine. Pour bien comprendre pourquoi il est important de se protéger du soleil, expliquez-nous les effets des rayons UV sur notre peau. Pourquoi peuvent-ils être dangereux? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons tous besoin du soleil et heureusement qu'il est là, puisque le soleil a des effets bénéfiques nombreux sur notre chronobiologie, sur la synthèse de vitamine D, vous le savez, sur aussi un effet antidépresseur, mais Oui. malheureusement, lorsque on va trop au soleil, lorsqu'on abuse trop du soleil, eh bien, il peut avoir des effets délétères, et c'est en particulier les effets au long terme que l'on redoute, qui sont les cancers de la peau, mais également de façon aiguë dans certaines circonstances. Il peut déclencher des éruptions qu'on appelle les photodermatoses, ou certains connaissent ça sous le mot de lucite ou d'allergie solaire, qui sont également très désagréables. Alors parlons prévention, comment se protéger au mieux du soleil, professeur? Alors, les grands principes de protection solaire, c'est la première chose, lorsqu'on est un sujet à risque. Un sujet à risque, c'est quoi? C'est d'abord les tout petits, les bébés, les petits enfants qui ont une peau qui n'est pas mature, ou bien après les sujets à risque, c'est les gens qui ont fait un cancer cutané ou qui ont quelqu'un dans leur famille qui a fait un cancer cutané, notamment un mélanome, mais il n'y a pas que les mélanomes, ou si l'on a une maladie de peau qui peut être révélée ou qui peut être aggravée par le soleil. C'est avant tout la mise à l'ombre, donc se protéger du soleil, ne pas aller au soleil, ensuite se mettre à l'ombre, une ombre qui protège bien, puisque je vous rappelle que par exemple sous un parasol, on ne sait pas toujours, mais il y a une réverbération qui a lieu sur le sol, et en particulier sur le sable, c'est de l'ordre de 20%, donc on peut prendre du rayonnement UV, donc mise à l'ombre, et puis ensuite, dans l'ordre, si on est à l'extérieur, on profite de l'extérieur, notamment en bord de mer, lorsqu'on marche, etc., c'est le vêtement qui est le meilleur photoprotecteur, qui est mieux qu'une crème. Donc le vêtement, ça dépend lequel aussi, il faut plutôt un coton foncé et plutôt épais pour que ça protège bien, mais je vous rappelle qu'il existe des vêtements anti-UV brevetés qui marchent très très bien, notamment pour les sujets à risque ou pour les petits enfants. Et puis en dernier recours, sur les zones exposées qu'on ne peut pas protéger par le vêtement, on utilisera un produit de protection solaire qui a été validé par la Commission européenne. Et en annexe des vêtements, toujours penser à ce qu'on appelle les accessoires, c'est-à-dire le chapeau, la casquette, les lunettes, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de maladies de dégénérescence de l'œil liées au soleil. Donc toujours penser aussi aux accessoires. Pour protéger nos yeux, quelle catégorie de lunettes de soleil vous nous recommandez? Alors sur les lunettes, faut des lunettes, elles sont classées effectivement en fonction de leur niveau de protection. Donc il faut bien vérifier le niveau de protection vis-à-vis de l'ensemble du spectre solaire et notamment donc bien sûr des ultraviolets. Et il vaut mieux se faire conseiller soit chez l'opticien, soit dans les pharmacies aussi. Il y a certains pharmacies ou parapharmacies qui ont ces lunettes donc bien classées, et c'est pareil, elles obéissent à des règles, elles sont brevetées au niveau européen. Pour revenir à la crème solaire, quelles sont vos recommandations d'usage? Quelle crème solaire choisir et comment l'utiliser? Alors lorsqu'on utilise un produit de protection solaire, il faut utiliser donc un produit qui a été validé par la Commission européenne, donc qui répondent aux exigences de la NSM. Donc ça peut être alors il y a la forme du produit qu'on utilise, plutôt une crème pour le visage, plutôt un stick pour les lèvres ou pour les zones étroites des zones cicatricielles, plutôt un lait ou un spray pour le corps. En principe, on utilise l'indice de protection qui est adapté à son type de peau et au lieu d'exposition, au type d'exposition solaire, on pourrait y revenir. Et les recommandations, c'est de dire on l'applique avant de sortir et on le renouvelle toutes les 2 heures, ou bien après chaque baignade ou après chaque transpiration importante. Après chaque baignade sur une peau mouillée, ça ne pose pas de problème?
C'est mieux de sécher un peu et de le réappliquer. A priori, la rémanence et le maintien du produit sur la peau sera mieux, mais si on n'a pas le choix, on peut l'appliquer effectivement sur une peau encore humide. Est-ce qu'il est bon de connaître son phototype, c'est-à-dire sa propre sensibilité au soleil, pour choisir l'indice de protection le mieux adapté à sa peau? Alors effectivement, chaque individu a une sensibilité au soleil qui est conditionnée par son terrain génétique, avant tout, et puis après en fonction de maladies associées, de prise de médicaments, etc. Donc le phototype, il est déterminé par le terrain génétique, et donc c'est la capacité à se protéger, à se défendre du soleil par ses défenses naturelles, et on classe classiquement les individus du phototype le plus bas qui est le phototype 1 qui correspond à des gens vraiment, c'est les albinos ou les gens qui ne pigmentent pas du tout, qui brûlent tout le temps, jusqu'au phototype 6 qui est le sujet à peau noire très foncée et qui peut quand même brûler un tout petit peu, mais très très peu. Donc voilà, en France, le phototype moyen actuellement, c'est plutôt des phototypes 3, c'est-à-dire des gens qui au départ des expositions, notamment au bord de mer ou en altitude, prennent des coups de soleil au départ et ensuite arrivent à bronzer. Mais après, donc certaines personnes, notamment les peaux très claires, blond roux, peuvent avoir des phototypes 2 et brûlent systématiquement, n'arrivent jamais à bronzer. Donc là, il faut vraiment éviter de se mettre au soleil, la première chose. Et si on a de la peau exposée au soleil, il faut utiliser un produit de haut coefficient de protection solaire. C'est-à-dire une crème solaire avec un indice 50? Quelqu'un qui brûle tout le temps, il faut prendre du 50+. C'est l'indice le plus élevé. La classification des produits de protection solaire a été revue il y a quelques années. Et donc, ils sont classés il y a 4 classes. Et donc, la classe la plus élevée, c'est 50+, c'est-à-dire si vous voyez des produits qui sont notés 100, ça correspond aux 50+, en fait. Concrètement, ça veut dire quoi, protection 50 ou protection 25? Alors, ça veut dire qu'on a testé ces produits de protection solaire chez l'homme, mais dans des conditions très, on va dire, scientifiques, cliniques, très précises, et que c'est le chiffre qui est donné correspond au temps supplémentaire en fait qui protège du coup de soleil. C'est-à-dire que le chiffre qui est donné, il est indicatif sur la protection contre le coup de soleil prise par les personnes qui ont été testées, mais par contre, il n'est pas indicatif de la protection contre les cancers de la peau. Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer les deux choses, c'est-à-dire qu'on peut être très bien protégé contre le coup de soleil par des produits de protection solaire, un indice 30 pour quelqu'un qui arrive à bronzer, un indice 50 pour quelqu'un à la peau claire ou si on est par exemple en haute altitude. Mais c'est pas pour ça que il n'existe pas d'écran total, donc des UV passent quand même à travers à travers la crème ou le produit de protection solaire, et donc on peut avoir des altérations du matériel génétique des cellules de la peau, de l'ADN, et on peut quand même augmenter le risque de faire des cancers de la peau. Donc en aucun cas, l'utilisation d'un produit de protection solaire, d'une crème solaire, ne doit permettre de rester des heures au soleil. On peut aussi se poser des questions par rapport à la composition de sa crème solaire. On entend parler de crèmes qui contiennent des filtres chimiques, d'autres qui contiennent des filtres minéraux. Quelle est la différence entre ces deux types de protection et éventuellement laquelle privilégier? Alors c'est vrai que les produits minéraux, les filtres minéraux, ont été longtemps utilisés par l'industrie cosmétique parce que c'était ceux qui protégeaient le mieux du coup de soleil, et ils étaient très désagréables. C'était à l'époque où ils n'étaient pas rendus en petites particules, micronisées, et ça faisait le masque de Pierrot. Donc ces filtres minéraux, a priori, ce que l'on sait, c'est que ils pénètrent moins, on va dire, la peau que des filtres chimiques, et on préfère les utiliser, par exemple, chez l'enfant, le petit enfant ou l'enfant, parce qu'ils auraient potentiellement moins d'effets éventuellement systémiques que des filtres chimiques. Aujourd'hui, grâce à la haute technologie vraiment des produits de protection solaire, ils permettent d'utiliser des crèmes ou des laits de façon agréable, et on les réservera plutôt aux gens, donc aux enfants encore une fois, aux petits et aux enfants, et aux gens qui ont des problèmes éventuellement d'allergie ou de sensibilité de la peau à un des filtres chimiques.
Les filtres chimiques, donc, ils permettent de produire des produits de protection solaire qui sont beaucoup plus agréables cosmétiquement. Ils sont surtout destinés donc à l'adulte qui n'a pas d'antécédent d'allergie à un filtre. Et aujourd'hui, généralement, on a des filtres qui sont très très bien tolérés. Mais voilà, ils sont plutôt réservés à l'adulte. Est-ce qu'on est d'accord quand même pour dire qu'un enfant de moins de 3 ans ne devrait pas être directement exposé au soleil? Tout à fait. Donc en tout cas, tant que l'enfant ne marche pas, il n'y a aucune raison de le mettre au soleil, de bien le laisser à l'ombre. Lorsqu'il marche, c'est vrai que parfois c'est un peu difficile et puis il y a des tas de plaisir d'être à l'extérieur, mais en tout cas pas d'exposition prolongée. Le premier les premiers moyens de protection, c'est vraiment le vêtement et le plus possible la mise à l'ombre, par exemple en bord de mer, sous une pinède, sous un parasol, en plus des vêtements photoprotecteurs, mais on évite de laisser ses enfants bien évidemment au soleil, surtout entre midi et 4 heures. On voit aussi dans les rayons de plus en plus de crèmes solaires bio. Quel est votre avis sur ces produits? Alors, la problématique des produits solaires bio, des crèmes solaires bio, c'est qu'elles n'obéissent pas aux mêmes règles, à la même réglementation que les autres crèmes solaires. Et finalement, en tant ou moi qu'expert dermatologue, on n'a pas les mêmes références, on va dire, concernant à la fois leur niveau d'efficacité contre l'érythème, le coup de soleil et les effets secondaires à long terme, donc vieillissement cutané et cancer cutané. Puis d'autre part, on n'a pas la précision de leur composition. Donc moi, ce que je dirais, je dis pas que les crèmes bio ne sont pas bien, parce que il y en a probablement qui doivent être correctes, mais on n'a pas toutes les indications qui nous permettent de juger de façon scientifique à la fois l'efficacité de ces crèmes bio vis-à-vis des effets néfastes du soleil et vis-à-vis de leur tolérance. Et attention, dans les crèmes bio peuvent être insérés parfois des produits dérivés des plantes qui peuvent être phototoxiques ou photoallergiques. Donc il faut faire attention à ce que l'on utilise lorsqu'on parle de bio. Un mot peut-être aussi sur les huiles de bronzage. Quel est l'impact de ces produits sur notre peau? Alors moi, en tant que dermatologue, je ne peux pas recommander une huile. On sait que les huiles n'ont pas du tout, même si elles revendiquent un indice de protection, ça sera jamais celui d'un lait ou d'une crème. Donc une huile, c'est avant tout faut plus rattacher ça à un plaisir cosmétique, esthétique. En tant que médecin dermatologue, on recommandera pas d'huile, on recommandera des crèmes, des sticks, des laits, des sprays qui sont plus faciles à appliquer effectivement sur le corps et puis dans certaines situations, mais pas les huiles. J'en profite aussi pour vous poser une question qui revient chaque année. Est-ce qu'il est possible de préparer sa peau au soleil et si oui, comment? Alors, il n'y a pas de préparation de la peau au soleil par des ultraviolets, déjà. Les seules conditions où on utilise les ultraviolets pour préparer la peau, c'est sur des indications précises de maladies de peau, notamment ce qu'on appelle les allergies solaires, les lucite estivale de ligne, d'autres lucites. Et à ce moment-là, la préparation par photothérapie se fait dans un cadre médical, c'est-à-dire chez un dermatologue. Autrement, il est strictement décommandé de faire des préparations UV chez des esthéticiennes puisqu'on cumule les doses d'UV, donc on cumule les risques de faire du cancer de la peau et notamment si on a une peau claire, si on n'arrive pas à bronzer, on a du mal à bronzer, c'est pas en faisant des UV préalables qu'on arrivera à préparer la peau. Donc ça, c'est le côté ultraviolet. Après, on peut parler aussi de préparation de la peau en augmentant les défenses antioxydantes de la peau, c'est-à-dire en prenant des vitamines ou des oligo-éléments par la bouche. Donc là, il y a des données scientifiques plutôt précliniques, c'est-à-dire sur des expérimentations sur des cellules de la peau, sur l'animal qui ont montré l'efficacité possible de l'apport d'antioxydants par la bouche, mais chez l'homme, les données sont pas très concluantes. En tout cas, si on prend des antioxydants, il faut choisir à ce moment-là un mélange d'antioxydants, c'est-à-dire à la fois des vitamines et des oligo-éléments qui permettent d'apporter dans sa globalité, de renforcer dans sa globalité la défense antioxydante de la peau, et jamais plus que
un mois avant d'aller au soleil et un mois au soleil, mais jamais en continu. Donc sur une durée courte et qui ne doit pas excéder 1 à 2 mois. Et que penser de la prise de compléments alimentaires de type bêta-carotène, par exemple? C'est la même chose que les antioxydants, c'est-à-dire que le bêta-carotène, effectivement, est un des antioxydants qui peut augmenter les défenses de la peau au rayonnement ultraviolet. Donc il a été pas mal évalué aussi sur des maladies de peau, les lucites, par exemple. Oui. Ça peut avoir un petit effet, mais globalement, ça marche pas très bien. Mais on préfère préconiser le bêta-carotène associé à d'autres vitamines et oligo-éléments parce qu'on sait que les systèmes antioxydants de la peau sont multiples et donc ils vont mieux booster l'ensemble des systèmes antioxydants. Donc plutôt en association avec, par exemple, un mélange avec de la vitamine E, de la vitamine C, du sélénium et du zinc, par exemple, ce qui se rapproche de ce qui avait été testé dans l'étude Suvimax, la grande étude interventionnelle qui avait évalué un mélange antioxydant. Et alors, est-ce que les autobronzants peuvent être une bonne alternative à l'exposition au soleil? Alors, ce qu'on connaît aujourd'hui des autobronzants, effectivement, c'est que ça permet d'obtenir une coloration de la peau qui généralement est adaptée. Pendant longtemps, les autobronzants n'étaient pas formulés de manière optimale et c'était difficile de les appliquer, d'obtenir une couleur agréable. Aujourd'hui, donc ils ont beaucoup évolué. Il y a même des douches d'autobronzants et ça permet si on veut être, par exemple, coloré, avoir bonne ligne à la veille d'un événement, lors d'un mariage, c'est ce qu'il y a de plus adapté, mais en sachant que ça ne protège pas du soleil. En aucun cas, un autobronzant ne protège du soleil, donc c'est fait pour avoir bonne mine, mais c'est pas fait pour aller s'exposer au soleil. Est-ce que soleil et tatouage font bon ménage, professeur? Alors, à ma connaissance, j'ai pas vu de choses qui feraient dire que il y a des problématiques en lien avec le soleil. Il y a d'autres problématiques, parfois avec les tatouages, de réaction sur les zones tatouées, mais je n'ai pas vu de choses qui me feraient dire que le soleil, qui ne font pas bon ménage, effectivement. Certaines allergies au soleil ou brûlures même peuvent être liées à la prise de médicaments ou à des parfums, des déodorants. Vous pourriez nous éclairer sur ce risque? Alors tout à fait, il faut être très très vigilant lorsque l'on prend des médicaments ou des compléments par la bouche, parce que beaucoup de gens qui prennent parfois des compléments justement étiquetés bio, on va dire, d'origine qui proviennent des plantes ou des huiles essentielles qui peuvent être appliquées en topique ou parfois consommées. L'ensemble donc de ces éléments peuvent induire des réactions anormales au soleil jusqu'à des brûlures, ça peut être des allergies ou bien ça peut être de la phototoxicité. La phototoxicité, c'est des brûlures. Donc dès qu'on prend un médicament, il faut être vigilant par rapport à ce médicament. Il y en a qui exposent plus à ce risque de dommages que d'autres, et notamment pas mal d'antibiotiques, les anti-inflammatoires. Il y a toute une liste de médicaments qui exposent. On regarde bien la notice. Il faut bien lire la notice en sachant que ensuite, tout médicament, c'est une substance externe, iatrogène qui est introduite et peut potentiellement amener des réactions. Donc il faut toujours être vigilant. Mais effectivement, il faut bien lire la notice et faire attention à bien se protéger, à aller le moins possible au soleil et bien se protéger. C'est vrai pour des médicaments qu'on prend par la bouche ou pour des médicaments, encore une fois, ou des crèmes que l'on applique sur sa peau. Si on est concerné par ce type de problème, quelle est la marche à suivre? Ne pas s'exposer au soleil. Si on doit aller au soleil, se couvrir vraiment de façon prioritaire avec les vêtements et les accessoires. Et puis sur les zones exposées, mettre un produit de protection solaire 50+. Le soleil peut également jouer des tours aux femmes enceintes avec le masque de grossesse, ces taches brunes qui apparaissent sur le visage. C'est un phénomène fréquent, ça? Alors ce qu'on appelle le mélasma, c'est-à-dire les taches effectivement qui se développent sur le visage, et vous pourrez trouver comme mot le mélasma ou le cloasma pendant la grossesse. C'est des choses qui sont assez fréquentes, surtout c'est probablement plus fréquent chez les femmes à la peau mate. Donc on a un phototype foncé plus en risque de faire ces taches pigmentées. Et
malheureusement, c'est très difficile à prévenir en dehors du fait de pas du tout mettre son visage au soleil. Ok. Et après, lorsqu'on va à l'extérieur, donc il y a des études maintenant qui ont été menées qui montrent bien que c'est pas que le spectre UV, mais c'est toute la partie sur le visible et notamment la lumière bleue qui intervient. Donc les crèmes solaires qui protègent le mieux, c'est des crèmes solaires qui sont teintées, c'est-à-dire qui apportent en plus dans la formulation, il y a un ajout de produits qui fait que ça bloque la pigmentation. Donc lorsqu'on pigmente, effectivement, il faut vraiment une photoprotection stricte et utiliser des crèmes spéciales visage justement pour ces tâches et qui sont teintées. Certaines personnes aussi, de par leur métier ou leur activité de loisir, sont plus exposées que d'autres aux risques UV. Je pense aux agriculteurs, aux professionnels du BTP, aux skieurs, aux marins. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour ces personnes? Alors les recommandations, c'est toujours les mêmes. C'est avant tout essayer de rester habillé le plus possible. Alors on sait bien, c'est pas toujours simple lorsqu'il fait très chaud et Oui. l'agriculteur qui est dans son tracteur derrière les vitres et il fait chaud. Je rappelle que les vitres de voiture arrêtent les UVB mais pas les UVA. Donc il y a beaucoup d'UV qui passent à travers les vitres, les UVA, et les UVA sont tout aussi carcinogènes, c'est-à-dire leur risque par rapport au cancer de la peau est aussi important que les UVB. Donc effectivement, c'est pas facile, et dans le BTP non plus, mais il faut rester le plus possible habillé. En plus, dans certaines professions comme le BTP, vous pouvez avoir d'autres facteurs que le soleil qui se conjuguent dans le risque de cancer de la peau, notamment des molécules, des produits auxquels les gens du BTP peuvent être exposés. Je pense aux benzopyrènes, à des molécules qui sont potentiellement carcinogènes. Et puis après, alors il est certain que les gens qui sont en montagne pendant l'hiver, les guides de haute montagne, les profs de ski sont généralement bien protégés. C'est la partie visage finalement qui reste exposée, Oui. mais le reste du corps est mieux protégé. Donc en tout cas, c'est le plus possible protection vestimentaire, et puis après utiliser des produits de protection solaire. Et quand on est beaucoup à l'extérieur, c'est vrai que il faut au minimum un indice 30, mais à renouveler, et autrement un indice 50. Et de toute façon, le mot d'ordre aussi, c'est de le renouveler dans la journée. Pour terminer, professeur, un mot sur le dépistage des cancers de la peau. Quels sont les signes d'alerte? Quand doit-on consulter? Alors, pour les cancers de la peau, il faut déjà bien connaître les facteurs de risque dans les antécédents personnels et familiaux. C'est-à-dire qu'il faut déjà, si on sait que dans la famille, on a quelqu'un notamment du premier degré qui a fait des cancers de la peau, surtout un mélanome ou de nombreux carcinomes, eh bien potentiellement on est plus à risque. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si on a un phototype clair, c'est-à-dire plus on craint le soleil, plus on brûle, moins on arrive à bronzer, plus on est couvert de taches de rousseur qui montrent que la peau a souffert au soleil, plus on a des grains de beauté, généralement ça va avec les phototypes clairs, plus on risque de faire de cancer de la peau. Troisième chose, c'est des terrains génétiques, c'est-à-dire certaines maladies génétiques ou des terrains comme par exemple les greffés d'organes, les gens qui ont eu une greffe de rein, une greffe de poumon, ont un traitement immunosuppresseur qui facilite les cancers cutanés. Donc déjà, c'est de connaître ses antécédents personnels, donc son phénotype, et puis les maladies associées, les antécédents familiaux. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, c'est savoir si on a des grains de beauté. On préconise bien évidemment, ou même sans grains de beauté à l'âge adulte, d'avoir au moins une consultation chez un dermatologue qui va pouvoir établir ce risque en fonction des antécédents et du phototype, et qui va pouvoir donner les conseils à la fois de protection solaire et sur le suivi. Donc ça, c'est important. Et puis après, à titre personnel, ce qui est très important, c'est l'autosurveillance. C'est-à-dire que dans nos missions de dermatologue, on a une mission d'éducation qui est très très importante, d'éducation sur la protection solaire, et notamment en insistant aussi chez les parents sur comment on éduque ses enfants, comment on protège les enfants, et puis bien évidemment l'éducation des adultes à la protection solaire, et puis une mission d'éducation à l'autodépistage, à l'autosurveillance, c'est-à-dire qu'on explique aux gens, en fonction de leur peau, de savoir surveiller leur peau, et notamment si on voit apparaître des lésions
Alors, dans le cadre du mélanome ou des carcinomes basocellulaires, très souvent, c'est quelque chose de nouveau qui pousse, qui a un aspect différent des autres grains de beauté ou des autres lésions qu'on peut avoir sur la peau. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut contacter son médecin généraliste ou son dermatologue si on a déjà un dermatologue référent. Et le généraliste pourra référer au dermatologue si c'est nécessaire pour vérifier que c'est pas un cancer de la peau et à la fois pour rassurer ou pour enlever si on pense que c'est un cancer de la peau. D'accord. Et puis l'autre chose aussi, c'est dans le cadre des cancers de la peau, parmi les plus fréquents, c'est les carcinomes qu'on appelle les carcinomes épidermoïdes, qui sont liés aux expositions chroniques. Très souvent, ils sont précédés par des lésions précancéreuses qu'on appelle les kératoses actiniques ou kératoses solaires, qui se développent sur le visage, sur le dos des mains. Et ça fait des lésions un petit peu croûteuses, squameuses, et qui durent, qui ne partent jamais toutes seules. Donc là, c'est pareil, sur les zones photo-exposées, donc visage, dos des mains, avant-bras. S'il y a ce type de lésion qui commence à apparaître, il faut vraiment voir un dermatologue. Alors ces lésions sont très fréquentes chez les hommes qui ont une calvitie, donc c'est très très important de bien parce qu'il faut les détruire avant qu'elles se transforment en cancer de la peau, en carcinome, et c'est très important d'insister chez les hommes, mais chez les femmes aussi qui peuvent avoir des calvities moins importantes, sur l'importance de mettre systématiquement lorsqu'on sort une casquette ou un chapeau. Merci beaucoup professeur pour cet éclairage sur la prévention solaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur le site MGC Prévention, le fonds de dotation de la mutuelle MGC, mais aussi et bien sûr sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube, car la santé, ça s'écoute. À très vite.